Bonjour Michel, Bonjour Pascal et merci de m'avoir merci, invité, toi merci et tes d'être collègues. présent à cette journée Fab City, en compagnie d'ailleurs de Thomas Diez, que vous connaissez bien. Peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter ce que vous faites, enfin en tout cas quelles sont vos actions, voilà comment. D'accord, alors je m'appelle donc Michel Boën, je suis belge et je vis à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. Mais je suis le fondateur de la Peer-to-Peer Foundation, Fondation Pair à Pair. Et donc nous sommes un observatoire de toutes les pratiques orientées vers les communs. Donc où les gens travaillent volontairement ensemble et s'organisent, on va dire, par le digital, mais travaillent dans le monde réel et physique à des projets communs. Et donc, c'est le lien entre le digital et la vie réelle, la production de valeur qui m'intéresse, comme alternative au modèle existant par rapport à des valeurs comme l'équité sociale ou de maintenir l'environnement et l'humanité en équilibre, donc d'insérer l'homme, l'humanité dans la vie. Très bien, Et donc, voilà, on observe tout ce qui se passe et puis on analyse. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça plus ou moins. Et avant Covid, je voyageais beaucoup, donc j'ai vu énormément de projets. Et là, depuis 2 ans, je suis plutôt chez moi en train d'étudier, de réfléchir, d'écrire, enfin des choses comme ça. Donc pour le moment, c'est vrai que je suis moins actif que j'étais il y a 2 ans parce qu'avec Covid, évidemment, on est un peu moins capable de bouger et de rencontrer des gens. très bien. Alors j'avais une première question à vous poser. Euh, Me centrer sur l'idée que vous développez du cosmolocalisme, cette idée Oui. de cosmolocalisme et en quoi, à la différence d'une économie extractive, la fabrication distribuée dont on parle aujourd'hui peut générer des régimes d'économie circulaire, localisés, dont on partage les modèles et les datas à l'échelle mondiale. Alors c'est quoi le cosmolocalisme dans le domaine de la fabrication distribuée? En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un autre nom pour dire ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a aujourd'hui deux voies qui sont en lutte. C'est la voie de la continuation du régime économique tel qu'il existe, donc on va dire le néolibéralisme ou la globalisation classique, où donc on brasse énormément de matière et d'énergie, on fait bouger énormément de matière par le transport. Et d'un autre côté, il y a une sorte de désir de retour à une sorte de protection locale, nationale, régionale, donc par exemple qui peut s'exprimer dans ce qu'on appelle peut-être le national-populisme. Et pour moi, c'est deux voies qui ont un potentiel quand même de dangerosité, dans le sens où le premier est vraiment en train de détruire le monde physique, et le deuxième, si c'est purement la compétition entre nations, donc c'est dangereux au niveau des conflits entre États, etc., etc. Alors là, cette troisième voie que je propose, c'est un, si tu veux, un ordre de la société qui est basé sur une relocalisation de la société, de la production, donc au plus près des besoins. Et donc il y a cette notion de subsidiarité, hein, donc le plus local possible, mais ça doit faire sens. Donc il y a quand même des choses qu'on va avoir besoin d'ailleurs. Mais on dépense 3 fois plus aujourd'hui au transport matériel qu'à la production matérielle. Donc en relocalisant, on peut déjà beaucoup équilibrer, on va dire, les dépenses matière-énergie de l'humanité. Alors je crois un deuxième aspect, c'est de switcher vers une production sur demande, et donc la fabrication distribuée permet ça. Donc plutôt que d'avoir des grandes usines où on bâtit pour le monde entier, donc c'est-à-dire créer des usines beaucoup plus petites, localisées, où on peut changer la production selon la demande. Donc il y a beaucoup moins de surplus. Donc là aussi, il y a un gain. Et alors l'aspect cosmos, si tu veux, c'est l'aspect justement de ce partage des connaissances. Donc on remplace d'une certaine façon une économie d'échelle. Là, je dirais en anglais, je ne connais pas le mot en français, economies of scope. Donc, c'est-à-dire que tous les changements, toutes les innovations dans un domaine spécifique sont partagés par les acteurs qui sont coalisés.
Et donc, du coup, toutes les innovations sont disponibles dans le monde entier. Donc, en même temps, on est local, donc on a, on va dire, les pieds bien enracinés dans la terre et le sol. En même temps, on a le cœur dans sa communauté, qui est aussi bien une communauté locale de production qu'une communauté globale de coopération intellectuelle et technique. Et on fait partie des réseaux. Donc, c'est en fait tenir compte des deux aspects de la vie aujourd'hui. D'un côté, on va dire l'axe territorial, physiologique, donc ça ne va jamais disparaître. On est des êtres avec des corps et donc on a besoin de la terre et d'être en relation avec tous les êtres vivants. Mais en même temps, on a un cerveau qui aujourd'hui est connecté de façon mondiale. Et donc, le cosmolocalisme, c'est un peu une synthèse de ces deux aspects, essayer de penser une vision du monde qui prend le meilleur des deux. Et ce n'est pas une utopie dans le sens où justement, c'est ce qu'aujourd'hui, les Fab City et les Makerspace et les coworking essayent de faire effectivement. Donc, ça existe déjà. Ça commençait, on va dire, dans l'intellectuel, dans le changement, dans l'échange de connaissances, mais c'est en train de bouger vers cette production réelle de matière localisée. Très bien. Alors, justement, mais comment est-ce qu'on peut articuler tout ça? Comment est-ce qu'on peut articuler à la fois la sphère publique, hein, que ce soit les collectivités locales ou l'État, la sphère privée des entreprises, et puis les initiatives citoyennes qui sont, qui sont en marche dans l'écosystème des tiers-lieux, notamment en France. Comment est-ce qu'on peut articuler tout ça dans une boucle vertueuse pour rendre effective cette vision que vous développez? Et puis, quels en seraient les principes de gouvernance et les questions juridiques qui seraient associées à tout ça? Comment on fait articuler privé, sphère des communs et sphère publique? Très bien. Alors, moi, je crois que donc on sort d'une ère, on va dire, de la marchandise. Donc, où on dit la valeur, c'est une extraction de marchandises par le travail humain et les machines. Et donc, toutes ces marchandises ont une valeur et c'est ça qui crée le profit, le capital, etc. Alors, je ne dis pas que ça va disparaître, mais je crois qu'en même temps, il y a une transition vers une modalité contributive. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que tout citoyen est productif. Donc, la valeur aujourd'hui, elle vient pas seulement d'un ouvrier qui est dans une usine, mais elle vient de toute la vie, de la coopération sociale, etc., etc. Et donc ça, il faut reconnaître, c'est-à-dire que la valeur, elle n'est plus simplement produite ni par l'État, ni par le privé, elle est produite par toutes les sphères. Et je dirais même que la sphère civile organisée en réseau est aujourd'hui le lieu favorisé de l'intelligence collective. Et donc ça veut dire que l'État et le secteur privé vont devoir se réadapter à cette nouvelle réalité civique. Donc, c'est-à-dire une société civile qui est contributive et productive. Et donc, mon idée n'est pas basée simplement sur une utopie, mais sur ce que je vois déjà dans ce que j'appelle les communautés de production entre pairs. Donc, c'est-à-dire qu'au centre de la création de la valeur, il y a un commun. Donc, un commun où on partage des connaissances techniques, scientifiques, dont tous les membres du réseau ont besoin pour localement et globalement créer de la valeur. Autour de ça se créent plein d'entreprises qui vont créer de la valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec et autour des communs pour créer éventuellement des marchandises, mais qui sont basées sur cette connaissance partagée. Et alors, il y a dans cette sphère, on voit qu'il y a des organisations, des associations, que moi j'appelle en anglais for benefit. Donc, ce sont pratiquement toutes les communautés open source l'ont. Et donc, c'est en anglais, on dit les FLOSS Foundation, donc les instituts, les fondations qui organisent le réseau, en fait, qui rendent cette coopération possible. Et donc, on peut s'imaginer une société qui fonctionne de cette façon. Donc, il y a une société civile qui est le lieu des communs et de la création de valeurs, donc qui est un lieu de dynamique contributive. Il y a une économie générative, donc il va se demander comment est-ce qu'on peut créer de la valeur ajoutée avec et pour les communs, et les communs humains aussi bien que les communs non humains, donc il faut respecter tous les partenaires du vivant. Et en même temps, un État qui devient un État plutôt partenaire et facilitateur, donc qui crée les conditions d'une sorte d'égalité citoyenne par rapport à cette dynamique contributive.
parce que si on n'a que les communs, on peut très bien avoir des communs riches, des communs pauvres, des villes riches, des villes pauvres. Et donc, ce qui était, je dirais moi, la grande avancée de l'État-nation, c'est de quand même créer une sorte de droit à la solidarité, à la sécurité sociale, etc. Et ça, on doit garder. Donc, un socle de sécurité pour tous les citoyens et les habitants d'un territoire, mais en même temps, on rajoute cet aspect facilitateur et dynamique du rôle de l'État. Et c'était une boutade, hein, mais je dirais que dans le néolibéralisme, on disait donc l'État doit surtout pouvoir attirer des capitaux étrangers. C'est la lutte compétitive d'un État néolibéral. Et je crois que c'était Ulrich Beck qui disait il n'y a qu'une chose qui est pire que se faire exploiter par une multinationale, c'est de ne pas se faire exploiter par une multinationale, parce qu'alors il n'y a aucun développement. Et moi, je dirais que le rôle de l'État, c'est d'attirer les flux de connaissances dans les réseaux collaboratifs mondiaux. Donc, c'est en même temps être donc, cosmolocal, centré sur les territoires et sur la circularité de la production dans les territoires, mais d'être lié avec tous ces flux de connaissances et attirer cette connaissance, mais qui est aussi dans les corps, hein, c'est-à-dire je ne sais pas si vous connaissez ce débat entre les nowhere et les everywhere. C'est un débat dans les pays anglo-saxons. On dit donc qu'il y a les gens qui sont attachés à leur terre et qui n'ont pas la possibilité de bouger et qui prennent en plein fouet tous les côtés négatifs de la globalisation. Puis il y a les gens éduqués et digitalisés qui peuvent beaucoup bouger, voyager, qui peuvent travailler en remote et qui sont moins concernés par les aspects négatifs, mais qui manquent souvent aussi de racines selon cette théorie. Et moi, je dis qu'il y a aussi des everywhere, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de racines et qui donc peuvent être le lien entre ces réseaux digitaux et ces lieux de production locale. Donc un peu comme les guildes au Moyen-Âge, les gens qui faisaient des cathédrales et qui voyageaient dans toute l'Europe, d'un lieu à un autre. Donc il y a les lieux locaux, il y a les territoires, et en même temps, il y a une sorte d'imbrication avec des travailleurs qui sont en même temps dans le local, mais qui ont cette capacité de lier le local à toute cette innovation qui se passe au niveau mondial. Très bien. Voilà. Donc c'est un peu l'idée centrale, et donc c'est en Italie avec la régulation qu'on a trouvé d'abord à Bologne et qui maintenant est fait par 250 villes italiennes, c'est-à-dire l'État crée un lab et donc crée une gouvernance quintuple avec le secteur commercial, les associatifs, la recherche et l'État ou la ville. Et donc, ils vont aider le secteur civique et créer toutes les conditions pour que, justement, il y ait une dynamique contributive dans le territoire. Très bien. Alors, dans cette référence que tu fais au pré-capitalisme du XIIe siècle, au Moyen-Âge, où il y avait des solutions qui se développaient déjà dans le monde des communs, le concept de Fab City, tu parlais de flux de connaissances que devait gérer l'État, ou en tout cas driver l'État. Dans le concept de Fab City, la question vraiment centrale, c'est la question du partage des data, des données ouvertes pour favoriser la production locale. Comment cette cybernétisation de la production peut fonctionner? Quels sont pour toi les éléments clés à articuler pour déployer des dispositifs cyberphysiques? Et as-tu quelques exemples concrets à nous donner? Cette notion de production cyberphysique. Donc, je crois que la grande innovation ici, c'est quand même la blockchain. Alors, je sais qu'on peut beaucoup critiquer Bitcoin, blockchain, il y a tous des aspects politiques, économiques, énergétiques qui sont tout à fait problématiques pour le moment. Mais je dirais, l'idée générale qu'on doit retenir, c'est qu'il y a aujourd'hui une comptabilité ouverte, universelle et globale, qui peut se déployer dans le monde entier. Et la comptabilité, ce n'est pas neutre, hein, donc l'État est créé au moment où on invente la comptabilité en Mésopotamie. Donc, c'est les temples qui gèrent les flux de riz, etc., etc. Puis, au XIVe siècle, peut-être avant, je ne sais plus l'année exacte, il y a un moine franciscain qui invente la comptabilité à double entrée, mais qui est une comptabilité aveugle. Donc, c'est
une entité qui voit ce qui rentre et qui sort de chez elle, qui gère son profit, son capital, mais qui n'a aucune vision de l'extérieur. Or, aujourd'hui, on a des comptabilités contributives qui sont déjà appliquées dans ces communautés pair à pair. Donc, par exemple, Sensorica, vous pouvez vous renseigner, c'est un réseau de production de senseurs à connaissance ouverte qui ont un système de comptabilité tout à fait sophistiqué pour gérer les apports de tout un chacun dans le monde entier. Le flux, les comptabilités de flux, Resource Events Agent, donc c'est des comptabilités qui abolissent la double entrée et où chaque transaction donne, je dirais, l'emplacement dans le réseau en 3D. Donc on est tout à fait dans l'écosystème, on est dans la comptabilité écosystémique. Et puis la grande nouveauté aussi, c'est les comptabilités thermodynamiques. Donc on peut voir aujourd'hui les flux matière-énergie. Il y a déjà des provinces chinoises qui se gèrent par rapport à cette comptabilité biophysique. Mais je dois dire, là j'ai oublié le nom de cette province, mais c'est dans mon rapport que j'ai écrit en 2018, P2P Accounting for Planetary Survival. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut créer donc des comptabilités ouvertes et communes pour collaborer au niveau global. Donc, tu as en même temps le local, et le local peut s'insérer dans des flux de connaissances, de transactions qui font lien et qui peut donc, et ça c'est très important, qui peuvent être thermodynamiquement informés. C'est-à-dire que l'argent, ça ne suffit pas comme signal, les signaux de marché ne suffisent pas pour voir ce qui se passe dans le monde réel, et donc on va augmenter donc la connaissance des flux qui nous traversent par une relation directe avec l'énergie et la matière qui traversent nos territoires. Et donc, techniquement, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des data commons. Donc, il faut des data trusts, des data corps. Donc, je dirais qu'on dit ça en anglais, hein, data is the new oil. Donc, si on veut éviter un nouveau féodalisme, où c'est donc une sorte de capitalisme ou féodalisme qui vit de nos data et qui peut gérer nos états d'esprit et nos activités par un contrôle de tous ces flux, la seule solution, c'est de prendre contrôle de ces flux nous-mêmes et donc de créer des data commons à partir des Fab Labs. Alors, je ne peux pas dire le nom, mais il y a par exemple Regen Network qui en Australie a créé un réseau de paysans bio et qui ont créé leurs data commons pour pouvoir interagir avec l'État, etc. Et donc, ils contrôlent leur propre flux de data. Alors là, l'invention des tokens, c'est quand même important parce que ça permet de créer des monnaies intelligentes. Donc aujourd'hui, on a une monnaie pour tous, hein, one ring to rule them all. Et donc, on a l'argent national qui est tout à fait important et qui ne va pas disparaître parce qu'on a besoin de gouvernance territoriale. Mais à côté, on va avoir une sorte de biodiversité monétaire, pas spéculatif, hein, comme on a beaucoup aujourd'hui, mais des monnaies qui seront conceptualisées pour justement intégrer ces connaissances des flux thermodynamiques. Je donne un exemple, la Fishcoin, donc, qui est un projet dans la pêche où la valeur et la quantité des Fishcoins dépend de la reproduction des poissons. Donc, en dépensant les Fishcoins, on ne peut pas dépenser plus que la capacité des poissons de se reproduire. Donc, la protection de la terre et du vivant est intégrée. C'est ça le contributif. Et l'impact, ce n'est que l'envers du contributif. Hein. L'impact, c'est des contributions négatives. Alors, il y a un projet tout à fait intéressant que je suis assez chaud par rapport à ce projet. Donc, c'est Global Thresholds and Allocations de r30.org. Donc, c'est un projet où les scientifiques déterminent les flux de matière et surtout les pivots négatifs. Et à partir de ces pivots négatifs, on peut dire, voilà, chaque territoire, chaque entité peut dépenser autant de matière, énergie dans une période donnée sans mettre en danger le stock qu'on a besoin pour les générations futures. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas technique, hein, c'est politique. Il faut qu'il y ait des négociations qui vont se faire.
Et bon, moi, je suis un peu cynique par rapport à ça. Je crois qu'on va d'abord avoir beaucoup de dégâts parce que les nations vont faire la compétition pour cette rareté qui va augmenter. Mais le coût de ces dégâts va, j'espère, mener à cette conscience qu'on doit réarranger nos façons de faire. Et là, évidemment, le rôle des Fab Labs, c'est d'être préfiguratif, c'est-à-dire c'est par l'exemple qu'on peut montrer aux États, aux territoires, aux entreprises, etc., qu'il y a une autre façon de gérer ces flux. Et donc, je recommande vraiment de commencer à expérimenter avec ces data commons. Et peut-être que vous pouvez regarder aussi un site que j'aime beaucoup, c'est The Metabolism of Cities. Et ça sont tous des fonctionnaires dans les villes qui travaillent ensemble justement pour mesurer et partager les datas sur les flux dans les villes, dans le monde entier. Il y a un autre site qui s'appelle Metabolism of Islands qui fait la même chose. Mais voilà, tout ça, c'est préfiguratif par rapport à ce que je propose. Très bien. Donc, dans cette autorégulation, c'est une forme d'autorégulation des data et de la production. En quoi le concept de Fab City développé par Thomas Diez, qui est présent dans cette journée, en quoi ce concept de fabrication distribuée rejoint dans ses principes ta réflexion sur cette économie régénérative dans les territoires? Ce que propose Thomas Diez est-il en accord avec ce que tu proposes, en fait? Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je crois que je suis d'accord avec lui. Je n'ai pas regardé récemment comment ça a évolué, mais cette idée, en fait, c'est qu'il faut des lieux physiques et culturels. Donc, il faut créer une nouvelle culture de coopération. Il faut que les personnes savent utiliser ces nouveaux outils, etc. Il faut aussi relier les jeunes générations numériques avec un savoir-faire qui existe qu'au niveau local et qui, dans beaucoup d'endroits, est en train de mourir. Donc, tout ça fait que je crois qu'il faut des lieux où donc cette culture peut naître, tout comme à la fin de l'Empire romain et au début du Moyen-Âge, il y a eu toutes ces communautés monastiques, comme les cisterciens et d'autres, qui ont créé cette nouvelle culture qui allait devenir le haut Moyen-Âge. Et où on a doublé et triplé la population entre le 11e et le 13e siècle. Donc, tout ça, c'était préparé par des communautés physicalisées, mais en même temps, qui avaient une grande communauté open source, qui était, à l'époque, c'était l'Église et tous ces moines voyageurs. Donc, où cette innovation technique était en même temps corporalisée dans un lieu et en même temps voyageait dans toute l'Europe. Et donc, c'est ça, au niveau mondial, qu'on doit pouvoir s'imaginer. Mais pour moi, c'est aussi une révolution anthropologique. Le cartésianisme qui a divisé l'homme, l'humanité de la nature, moi, ce que je vois dans les Fab Labs, dans les makerspace, c'est une humanité nouvelle aussi, c'est-à-dire c'est des personnes qui en même temps pensent et font le design, puis ils produisent, et puis il y a une réflexion sur le design et ils font ça en coopération. Donc ça, c'est une sorte de réintégration, je dirais, de l'humain et de la nature et du corps et du savoir. Donc c'est un lieu, à mon avis, aussi d'une révolution anthropologique. Je sais que ça sonne assez peut-être de l'hubris, mais moi j'y crois. Donc moi j'appelle ça des brahmanes travailleurs, parce que les castes indiennes, il y a les brahmanes, les intellectuels, les guerriers, les producteurs et les marchands. Et donc, moi, je vois les Fab Labs comme une sorte de synthèse. À la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui commence. Et il y a une sorte de synthèse entre le travail et l'intellectualité qui est vraiment se fait dans ces lieux. Parce que le numérique tout seul, c'est que des brahmanes. Et donc, il faut des gens qui sont dans les deux. Et c'est ça que, à mon avis, c'est ce que fait les lieux. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé, mais les everywhere, donc pour moi, c'est le lien justement qui va relier ces lieux locaux aussi entre eux. Donc, il n'y a pas simplement ce lien entre le local et le numérique, c'est aussi des personnes qui peuvent voyager entre les lieux et qui ont une maîtrise de ces outils numériques. Et tout ça est concentré
donc à partir d'un de ces lieux, moi je crois qu'il peut y avoir des vraies politiques territoriales de dynamisation d'un territoire donc dans ce modèle cosmolocal. Donc tu considères qu'il est nécessaire de mettre en place des infrastructures civiques dans les territoires? Voilà, c'est ça. Donc on a des infrastructures étatiques, on a des infrastructures marchandes. Et des infrastructures civiques. Le grand manque dans nos sociétés, c'est les infrastructures civiques, parce qu'on a toujours considéré que le civique, c'est le reste. C'est ce qu'on fait quand on retourne du travail. Mais quand on prend mon point de vue, et celle de beaucoup d'autres, que en fait, la valeur aujourd'hui, elle est partout. Donc, il faut mobiliser cette valeur. Et donc, cette mobilisation de valeur et d'innovation, elle requiert des infrastructures locales, mais aussi globales. Moi, je parle des magistères des communs. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'interétatique, et avec l'IMF et tout ça qui fonctionne pour gérer l'interétatique. Et on a les multinationales, donc on a le transnationalisme des entreprises privées, mais ce qui manque, c'est le translocalisme du civique. Donc le cosmolocalisme a comme pendant des grandes structures par domaine où les citoyens, avec d'autres stakeholders, des parties prenantes, peuvent gérer justement des grands domaines d'activité. Et en fait, moi, je propose un système fractal, donc ça ne va pas durer longtemps. Donc, c'est le système en fait italien. Donc, il y a la ville ou le territoire qui est en alliance avec le secteur productif, associatif et scientifique technique, qui se met en branle pour soutenir cette production civique avec des infrastructures appropriées, qui sont multipartenariats. Et donc, par exemple, il y a une alliance de coopératives, d'investisseurs d'impact qui vont aider les plateformes coopératives au niveau local, et en même temps, au niveau numérique cosmique, il y aura des coalitions d'investisseurs et d'organisations civiques qui vont aider justement aussi ces Global Open Design Communities, que j'appelle aussi des coopératives de protocole. Aujourd'hui, l'organisation pair à pair, c'est une organisation protocolaire. Donc, ils sont des protocoles qui sont acceptés par tous les coalisants dans un écosystème de production particulier, et ils suivent des protocoles communs, et ça crée une sorte d'unité civique qui n'est pas uniquement locale, mais qui aussi opère au niveau translocal. Très bien. Merci beaucoup, Michel, pour ces propos très éclairants et macro, de vision globale. Voilà, je pense que tu nous as éclairé. Il y aurait encore des dizaines de questions qu'on pourrait te poser. Mais je pense que ça va éclairer beaucoup de gens, et notamment tous les acteurs de la Fab City qui ont besoin d'avoir une vision comme ça cohérente et globale de cette démarche. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Pascal, merci Adélaïde, et toi Pascal et tous les autres qui ont aidé à rendre possible cette conversation. Donc je vous souhaite un grand succès à ces journées très, très importantes. Et je remarque que tu es en fait une figure de l'Everywhere. Tu es une figure de l'Everywhere, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Ok, merci.